des minimes. Ah, somptueux. Bonjour. Par là, il n'y a guère de place. Allez plutôt vous mettre de ce côté. Merci. Bonjour. Bonjour. Qui parle donc? Le grand Descartes. Vous pouvez vous mettre là-bas. Comme un homme qui marche seul et dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement et d'user de tant de circonspection en toute chose que si je n'avançais que fort peu, je me garderais au moins de tomber. Je me résolus ensuite de ne rien accepter pour vrai qui n'apparaisse tel à ma connaissance avec évidence. Aussi, dès que l'âge me permit d'échapper à l'autorité de mes maîtres, je quittai entièrement l'étude des lettres et me résolus à ne pas chercher d'autres sciences que celles qui se trouvaient en moi-même ou dans le grand livre du monde. Au cours de ces voyages, il me semblait que je pourrais rencontrer plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant ses affaires que dans ce que fait un homme de lettres dans son cabinet. J'appris aussi à ne rien croire trop fermement, et je ne fis pendant 9 années que rouler çà et là dans le monde, tâchant de déraciner de mon esprit toutes les erreurs qui avaient pu s'y glisser. Je commençais alors de découvrir les fondements d'une science admirable et appris à conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter par degrés à la connaissance des plus composés. Je pris donc pour modèle ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir. J'appris en même temps à corriger par ces raisonnements les erreurs de nos sens, celles de la vue, par exemple, qui nous indique à tort que la Terre est et que la Lune et le Soleil sont plus grands que les étoiles. Si j'ai depuis fait paraître quelques livres, je me suis efforcé d'être tenu au nombre des écrivains les plus vulgaires, écrivant en français, non en latin, et dans une langue par le moyen de laquelle les paysans pourraient mieux juger de la vérité que les philosophes. Vous savez que je vis peu en France, encore moins à Paris, où je vois tant de personnes qui se trompent en leurs opinions et en leurs calculs qu'il me semble que c'est une maladie universelle. Chacun y paraît attentif à son seul profit. Mais cela, je le vois, n'est encore qu'une vérité incomplète, puisque vous êtes là, vous, mes amis, vous, mon cher Mersenne, dont l'amitié me réchauffe et me montre que je ne suis pas tout à fait étranger en mon propre pays. Voici un jeune homme qui, entre tous, vous a écouté et suivi avec la plus grande attention. Et qui est-il? Il est le fils d'Étienne Pascal, et il nous a émerveillés par ses travaux et ses idées, et entre toutes choses par quelques très belles expériences sur le vide. Ce que vous venez de dire, monsieur, m'a bouleversé, car il me semble soudain que j'ai pris un chemin contraire au vôtre, et pour cela, je me sens tout effrayé. On m'a pourtant parlé d'un brillant discours que vous auriez tenu devant le révérend Père Noël de la Compagnie de Jésus. Il est vrai, mais il m'est venu depuis quelques objections contre moi-même. C'est-à-dire un peu contre moi. Je dois bien vous l'avouer, monsieur, oui. Eh bien, je vous serais reconnaissant de me les faire entendre. Vous avez dit, monsieur,
vous aviez appris à conduire vos pensées en commençant par les objets les plus simples pour monter peu à peu vers les plus compliqués. Pour établir cette belle construction, il vous faut donc des fondements dont la solidité ne fasse aucun doute. Or, le seul fondement que vous nous proposez est le discernement de votre raison, qui est ici, je l'entends bien, le symbole de toute raison humaine. Or, cette raison me semble très peu assurée de la place qu'elle occupe dans le monde. Elle existe, certes, mais située malaisément entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et telle que vous la décrivez vous-même, déçue par l'inconstance des apparences, incertaine quant à ses limites. De plus, ce n'est pas elle, mais le cœur qui nous dit qu'il y a 3 dimensions dans l'espace. Et donc ce n'est pas par continuité de raisonnement, mais bien plutôt par intuition brutale et rupture que nous réussissons à partager entre nous quelques certitudes. Et ces dimensions de l'espace où nous sommes ne se peuvent compter. Elles n'ont pas de quantité car elles sont sans bornes et infinies et n'existent que par la qualité de ce qu'elles sont. Or, à vous entendre, on pourrait croire que, pas à pas, augmentant sans cesse leur connaissance, les hommes parviendront un jour à comprendre toute la machine du monde, à la façon d'un spectateur qui, placé dans la coulisse d'un théâtre, comprend de quelle manière le char du héros s'élève dans les airs. Mais l'univers infini dans lequel nous sommes ne cessera pas d'être infini, tandis que nos connaissances, elles ne cesseront jamais d'être finies et limitées, quelles que soient les nouveautés qu'on leur ajoutera. Les chaînes d'arpenteurs dont vous avez parlé peuvent certes mesurer la distance qui nous sépare de tel ou tel point. Elles sont incapables d'évaluer la qualité du parcours. L'esprit géométrique peut saisir fortement quelques principes, mais il n'est pas capable de saisir la diversité qui nous entoure. En effet, peut-il distinguer tous les tons de voix, tous les marchés, tous les toussés, mouchés, éternués? Peut-il distinguer des fruits les raisins et parmi eux les muscats? Vous partez des objets les plus simples pour monter aux plus composés. Ne doit-on pas plutôt partir des objets composés pour descendre jusqu'au plus simple? Nous sommes peu assurés de nos pas, placés entre une infinité et un néant de nombre, une infinité et un néant de mouvement, une infinité et un néant de temps. Sur quoi on peut apprendre à s'estimer à son juste prix et former des réflexions qui valent mieux que l'ensemble de la géométrie elle-même. Vous parlez d'une méthode, sans doute. Mais n'y a-t-il pas nécessairement, pour rendre compte de l'infini, une infinité de méthodes que Dieu seul peut connaître, puisque lui seul est infini? Oui, ce sont là, monsieur, des objections bien brillantes qui me sont déjà venues en tête, mais je les ai repoussées. Peut-être la véritable finesse est-elle de ne point vouloir user de finesse. Je garderai le souvenir de votre discours. C'est un grand homme. Sans doute. Mais dites-moi, je ne vous ai pas encore demandé de nouvelles de votre père. Depuis mon départ de Rouen, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Je l'ai laissé malade, mais toujours d'une admirable patience.